Bonsoir, je vous remercie de cette invitation. J'en suis très honoré. Professeur Mary-Teuw Niane, je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle de mathématiques, spécialisé dans ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, la théorie du contrôle et la modélisation. Je suis membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Actuellement, je suis président du conseil d'administration du groupe Petrosen. Je suis aussi le président du comité consultatif de Young Africa Works Sénégal, mis en place par la fondation Mastercard. Je suis membre du conseil d'administration du Centre international de mathématiques pures et appliquées, qui est à Nice. Alors, je suis titulaire de plusieurs distinctions, chevalier des palmes académiques du Sénégal et de la France. Je suis officier dans l'ordre national du Lion. Je suis commandeur dans l'ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Je suis aussi grand officier dans l'ordre du mérite de la République française. Le thème qui m'est proposé est un thème très important parce que nous le savons tous, l'éducation, la formation sont à la base de tout pour construire une société harmonisée, pour créer la richesse, pour aussi construire un pays stable avec des citoyens compétents et engagés. Et c'est pour cela que j'ai accepté de le développer avec vous. C'est un thème très large, il faut le dire. Très large, et vous allez le voir avec moi, parce que comment réussir les études dans un milieu défavorisé, c'est, je pense, quelque chose qui va au-delà de ce que chacun pense. Personnellement, je peux dire que je suis issu d'un milieu défavorisé, dans la mesure où je suis un orphelin de père à l'âge de 1 an et demi. Ma mère et mon oncle qui m'ont élevé et éduqué sont des analphabètes. Et ensuite, Dakar Bango, à l'époque, n'avait pas d'école au sein du village. Parce qu'à l'époque, c'était encore un village. Il n'avait pas d'école. L'école se trouvait dans le camp militaire et il n'était pas accessible à tous les enfants, particulièrement aux enfants du village. Et nous avons eu la chance d'y accéder. Alors, que peut-on appeler comme milieu défavorisé? Je dirais, sans être exhaustif, par exemple, une famille qui vit sous le minimum national de pauvreté, un enfant qui vit dans une famille où il a du mal à avoir les 3 repas, un enfant qui est par exemple orphelin et qui est dans une famille d'adoption qui ne peut ou ne veut pas lui offrir les conditions favorables pour les études. Un enfant qui habite loin de son école, qui est obligé de marcher ou même d'utiliser des moyens de transport, mais la durée et la distance sont importantes. Un enfant qui est hébergé loin de l'école avec des conditions de déplacement difficiles. Ça peut être aussi un étudiant, prenons Dakar, un étudiant qui vit à Pout, qui doit chaque jour aller à l'université. C'est aussi une difficulté importante. Un enfant qui est en adoption, qui est mal traité. Un enfant ou un jeune qui vit avec un handicap ou qui est issu d'une famille avec un ou des parents avec un handicap. Un enfant de réfugié ou qui est issu d'une famille de réfugiés. Et une chose importante, un enfant, par exemple, dont les parents sont analphabètes. Je peux continuer ainsi la liste. Quelles sont les conditions pour réussir? Il y en a beaucoup. J'en ai listé beaucoup,
Je commencerai par une condition toute simple. Puisque nous sommes des musulmans ou des chrétiens, il y a le catéchisme et il y a l'école coranique. Dans beaucoup d'endroits, dès que l'enfant sait parler, on l'amène à l'école coranique. Il y apprend à lire, à écrire, à mémoriser. C'est extrêmement important et ça peut être un facteur très positif pour sa réussite plus tard lorsqu'il rejoint l'école publique ou privée. Dans certains endroits, comme par exemple à Saint-Louis, ma ville, les enfants, dès qu'ils savent parler, on les amène à l'école coranique. Et à l'âge d'entrer au CI, ils rejoignent le CI en continuant à suivre l'école coranique dans les périodes où ils ne vont pas à l'école. En plus de cela, durant les week-ends aussi. Et on se rend compte que ces enfants réussissent très bien. Et le fait de cumuler l'apprentissage coranique et l'apprentissage à l'école publique n'est pas un handicap, mais plutôt est un atout. Donc c'est ce que j'appelle la culture du livre. Je pense que les familles qui ont la culture du livre, même si elles sont défavorisées, les enfants qui y naissent ont beaucoup d'opportunités et de chances. Et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte pour le développement de l'enfant. La famille est au cœur de la réussite de l'enfant. Et dans la famille, évidemment, est-ce que la famille a envie que l'enfant aille à l'école, mais surtout que l'enfant y ait de bons résultats. Est-ce que le papa, la maman, est-ce que les frères et les sœurs, est-ce que même les oncles, les tantes et les badianes jouent un rôle pour encourager l'enfant? Ceci est aussi très important et nous voyons bien que, en particulier, nos mamans jouent un rôle formidable pour accompagner les enfants, en faire le suivi de leurs études. Et la mienne a fait de même avec moi. Oui, maman, tu m'as appris que vivre est une dignité que l'on n'acquiert qu'en conquérant. Vivre intensément l'espoir de vaincre. Croire, toujours croire au lever du soleil. Ainsi, très tôt, me montrais-tu la voie noble, bravoure, labeur, vertu, droiture, partage. Maman, tu ne connais aucun alphabet. Cependant, tu m'as appris à lire, à relire, syllabes et mots latins sur ardoise et cahier, araphes, versets et sourates du Saint-Coran couchés sur mon alloy. Grâce à ta pédagogie émotionnelle et ton énergie de mère inépuisable, ta science reposant sur la foi inébranlable, tu m'as appris à lire la nature et l'esprit. Les mamans ont un rôle extraordinaire. Il faut sans doute que les papas aussi commencent à aider les mamans et à jouer ce même rôle. La motivation de l'enfant, du jeune, la confiance en lui-même, son leadership et aussi cette envie, cette capacité à croire à son propre développement personnel, à son propre potentiel et à l'exploiter, sont des facteurs essentiels pour la réussite de l'enfant. L'enfant qui n'a pas confiance en lui, l'enfant qui ne croit pas en ses capacités intellectuelles à réussir, à apprendre, particulièrement au début, apprendre à lire, à écrire, à lire, à parler. Cet enfant aura des difficultés tout au long de ses études. Par contre, celui qui est sûr de lui, mais cela encore, c'est d'abord la famille qui confère cela à l'enfant. C'est l'encadrement de la maman, du papa, des frères et des sœurs
c'est aussi le rôle de l'enseignant, le professeur. Parce que l'enseignant doit être celui qui fait aimer ce qu'il enseigne, fait aimer à l'apprenant. Venir à l'école. Venir à l'école ne doit pas être un supplice. Venir à l'école doit être un moment de bonheur, un moment de plaisir, un moment d'envie de connaître, chaque jour d'apprendre plus. Et cela, c'est le rôle du professeur. Le professeur doit être un conseiller. Il doit aussi devenir sans doute, s'il fait bien ses enseignements, il doit être aimé par ses élèves. Il doit être un modèle pour ses élèves. Les élèves aient envie de faire comme lui. Tous les enfants qui ont de bons enseignants vont vous dire « nous voulons devenir enseignants ». Ce n'est pas parce qu'ils veulent le devenir, c'est parce que l'enseignant les impressionne. C'est parce qu'ils aiment ce que fait l'enseignant, parce qu'ils comprennent ce que leur apprend l'enseignant et parce que cette envie d'apprendre est en eux et ils voient l'enseignant porteur des connaissances et de cette facilité de le leur transmettre. C'est aussi la langue d'apprentissage. C'est vrai, nous parlons dans nos familles les langues nationales, les enfants arrivent à l'école, il y a cette rupture extraordinaire. C'est pourquoi d'ailleurs moi je pense qu'il faudrait sans doute que les enfants commencent du préscolaire jusqu'au CI et CP en langue nationale et ensuite ils ajoutent le français. Et beaucoup d'expériences ont montré que en continuant avec le français et les langues nationales jusqu'en CM2, le niveau de ces élèves en français est le même ou parfois même meilleur que celui des enfants qui n'ont fait que le français. Le français est une difficulté pour l'apprentissage des mathématiques et des sciences. D'abord, il ralentit l'apprentissage parce qu'on ne peut pas compter beaucoup en apprenant une langue en même temps. Et alors que si c'était les langues nationales, on compterait peut-être 5 fois ou 10 fois plus qu'on aurait fait en CI et en CP. Ensuite, la compréhension des opérations en serait plus facilitée. Mais la langue est importante et il est important que l'enfant puisse apprendre, parce que ce moment-là, à lire, à écrire, à lire et à parler. C'est fondamental. Lire, écrire, parler est sous-tendu par une documentation. Ça aussi, c'est important que les écoles aient un minimum de documentation auquel peuvent accéder les enfants dès leur bas âge. Parce que ce n'est pas toujours qu'il y a des livres. Ce n'est pas toujours qu'il y ait des livres qui ne sont pas les livres de la classe, qui sont des livres de lecture pour enfants, qui sont des sortes de dessins animés, disons, adaptés pour les enfants. Et ceci est un premier pas dans la lecture, car tout au long de la formation de l'enfant, depuis le préscolaire, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, une chose est fondamentale, c'est le livre et la lecture. Il faut que l'enfant, pour qu'il réussisse, il faut lui apprendre à lire, qu'il ait l'habitude de lire, parce que ceci aussi va lui conférer quelque chose qui est important, l'autonomie. L'autonomie, sa capacité propre de décision, de choisir ce qu'il va apprendre, de décider de le faire sans qu'on le lui demande. Je pense que c'est très important, la lecture. Et on n'insiste pas assez sur la lecture, mais je pense qu'il faut le faire. Je lis, je rêve, mon esprit s'empare de 1000 torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant, le bachelier et l'insurgé de ce Jules Vallès qui vous pousse dans le précipice de la révolte? J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant Enfance et adolescence de Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagie que j'eus une autre enfance
dans les mains chaudes du talibé privilégié, cette enfance de Maxime Gorky. N'eût été Kamaralai qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Peldios et Diama, à courir, à arracher après la pluie des garquets gorgés de sève, que nous sucions à l'image des singes que nous ne manquions pas de déranger, j'aurais dressé des barricades de bois mort. Il y a des ombres qui iront dans mon paradis. J'y convierai Gustave Flaubert avec son éducation sentimentale et Madame Bovary qui accompagne si bien l'adolescent. Je ne veux pas entendre les purs qui les traiteraient de pécheurs. Mon tribunal ne retient que la plus-value de l'esprit. Les bannis aussi participeront au festin littéraire de mon paradis. Ils sont libertins et révoltés. Y a-t-il du mal à être passionné de Baudelaire, de cet Arthur Rimbaud et de cet enflammé et imposant Maïkovski, que j'ai envie de l'écouter déclamer ces vers métalliques forgés à l'acier de Toula, ces vers complexes de mots, coupés au couteau de Tabaski dans le dictionnaire libre-service de la vie réelle. Ce siècle n'est plus celui des rêveries du promeneur solitaire. Un Jean-Jacques Rousseau y aurait un androïde pianotant des doigts des deux mains. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa poésie à vous casser le tympan. Obligés que nous sommes, enfin, de nous lever pour gagner notre dignité. Plus les invectives et les mots faciles des ignorants, mais le dur travail, patiemment, rigoureusement et courageusement accompli. Et nous marcherons à côté de Cheikh Anta Diop, la tête haute, le pas ferme. Je sais qu'il n'y a de limite, que celle que nous fixe notre ignorance et un manque d'ambition cultivée et chaque jour répété par ces troubadours du surplace. J'aimerais voir John Steinbeck. Vous pensez au raisin de la colère, mais moi, je pense tragiquement à Léni, des souris et des hommes. J'ai besoin du cubain Alejandro Carpentier, de Gabriel García Márquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Et que ferais-je sans Borges? Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. La lecture est quelque chose de fantastique quand on l'aime, et il faut que les enfants l'aiment parce que c'est un facteur de réussite. Pour réussir aussi, il faut la créativité, il faut la curiosité, la découverte, l'art, la culture. Il nous faut apprendre, en plus de ce qu'il faut apprendre à utiliser ses mains pour créer. Parce que c'est vrai, notre école, elle est plutôt une école de la parole, moins une école de la pratique. Les mains doivent servir. Il faut créer dans les écoles, au niveau de, je dirais, du préscolaire, au niveau des collèges. Il faut introduire un certain nombre d'activités. La poterie, par exemple. Dans les villes, ce sera les pâtes à modeler. Dans les villages, ce sera l'argile. À fabriquer des mortiers, à fabriquer des hommes, des vaches, des animaux, à fabriquer à imiter des métiers. Et c'est un point de départ d'ailleurs pour ceux qui ont des potentialités artistiques. Le jardinage, faire des jardins, voir les plantes grandir, un petit poulailler, les visites de découverte, aller voir les menuisiers du coin, voir les tisserands du coin, voir les menuisiers métalliques du coin, voir les meuniers du coin, voir le boulanger du coin, voir les femmes qui font la teinture. Le dessin aussi doit être un élément qui est enseigné. La musique, le chant, la danse, la création artistique de manière générale. Et puisque nous allons vers la modernité, il serait bien, par exemple, au niveau des collèges, que l'on introduise ces imprimantes 3D qui peuvent faire des créations
Parce que déjà, le niveau mathématique, cela va aider à motiver les élèves en maths et à élever le niveau de mathématiques. Sans oublier le théâtre et le cinéma. Il faut que nos enfants puissent être curieux. J'ai aussi façonné des lutteurs en roseau, dessiné des canards sur mon ardoise noire, construit des voitures à l'ombre de mécaniciens bavards. Car maman, par ton génie sans pareil, tu n'as point volé ma jouissance de môme, vacant à ses loisirs innocents d'enfant. Le préscolaire, la case des tout-petits n'est pas un luxe. Et sans doute, il faudrait généraliser cela. Alors, il faut construire chez l'élève, pour l'aider à réussir, l'autonomie. Que ce soit l'élève, que ce soit l'étudiante, que ce soit l'étudiant. L'aider à savoir comment apprendre pour assimiler, mémoriser. Ça peut être du travail en groupe, parce qu'il y en a qui aiment le travail en groupe. Il y en a aussi qui sont des solitaires. En fait, il faut mixer les deux. Parce qu'il y a des choses, pour les comprendre, c'est en toute solitude qu'on peut le faire. Mais le travail en groupe est important parce que dans la vie sociale, dans les communautés, nous sommes en groupe et de plus en plus dans l'industrie, de plus en plus dans les laboratoires, dans les entreprises, c'est le travail en équipe qui est le plus productif. Donc il faut que l'enfant apprenne à travailler en équipe, apprenne à partager et apprenne à recevoir, apprenne aussi l'erreur, parce que tout au long des études, il ne faut pas que l'erreur soit stigmatisée. L'erreur doit être exploitée pour donner à l'enfant encore plus de motivation, plus d'envie d'avancer. Parce que nous tous, nous faisons des erreurs. Moi, je dis souvent à mes étudiants, écoutez, moi, si je ne faisais pas d'erreur, chaque jour, je vais publier un théorème. Si vous ne me voyez pas publier un théorème, que je reste 1 année, 2 années, des mois sans le faire, c'est que je passe tout mon temps à me tromper. L'erreur n'est pas un handicap. L'erreur n'est pas à blâmer. L'erreur est à mettre en exergue pour valoriser et pousser à aller de l'avant. Parce qu'il faut que l'enfant aille vers la découverte. Il faut que l'enfant ait envie de créer. Et donc, il ne faut pas des freins. Il ne faut pas... Il faut créer cette envie, l'autonomie de l'enfant. Et je pense que c'est extrêmement important. Et quand on pense à tout cela, il faut penser que l'enfant aussi, dès le jeune âge, et ça c'est le rôle des parents, mais c'est surtout le rôle de l'enseignant, de lui faire sentir qu'il y a des possibilités dans la vie où il peut s'épanouir. Et cela peut permettre à l'enfant dès le jeune âge de dire, moi je veux faire ceci, je veux être celui-là. Ça ne signifie pas qu'il le fera, mais ça va le motiver davantage. Et pour cela, je pense que l'enseignement des soft skills est très important. Dès le bas âge, tout ce qui touche au leadership, au développement personnel, il est important que l'enfant puisse l'acquérir parce que ça l'aidera dans sa vie et ça l'aidera à avoir confiance en lui et aussi le mettre en rapport évidemment avec la vie qui est autour de lui. Et ce qu'aujourd'hui nous montre le monde entier à travers Internet, etc., à travers les télévisions, susciter les vocations et l'aider à avoir déjà des orientations. Je ne dirais pas une orientation parce que c'est trop tôt, mais à percevoir qu'il pourrait faire telle et telle chose. Et je pense que ça va le motiver et le pousser à réussir. Alors l'école, le collège, le lycée, l'université, la faculté, l'UFR, le département, la section, l'environnement des études sont tous des facteurs importants. Lorsque vous étudiez dans des abris provisoires, évidemment ce n'est pas motivant.
Et ce n'est pas un facteur de réussite, mais c'est parce que vous avez la force morale intérieure qui vous dit, malgré tout cela, je vais réussir, que vous allez réussir. Lorsque vous avez une école aride, où il n'y a pas de banc à l'extérieur, où il y a peu d'arbres, où il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de fleurs, ce n'est pas un environnement aussi favorable. Et il est important que nous y attachions de l'importance. Parfois, ce n'est pas du tout des contraintes de moyens. C'est simplement le fait qu'on ne perçoit pas l'importance de le faire et on ne s'organise pas pour le faire. Les écoles, l'université, les lycées devraient avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous avions mis en place dans les universités. Une sorte de bureau d'accueil, d'information et d'orientation qui permet à l'étudiante et à l'étudiant de ne pas venir en aveugle dans l'université, être immergé et je dirais être écrasé par l'immensité qu'il y a. Que l'enfant, la même chose dans un lycée ou dans un collège. Ces bureaux devraient aussi informer les parents, surtout les parents qui malheureusement ne savent pas lire et écrire et sont nombreux dans notre pays. Et je crois, moi, quelque chose qui est fondamental dans ce pays. Pour aller vers l'émergence économique, il est fondamental d'éradiquer l'analphabétisme. En une année, c'est possible. Il faut juste qu'il y ait un effort à faire. J'ai d'ailleurs dans une note que j'ai faite récemment sur ma page Facebook, suggéré que dans les 65 000 emplois que le président de la République a décidé d'offrir à la jeunesse, qu'il y ait quelques milliers d'emplois destinés à l'alphabétisation. Parce que c'est important que le niveau intellectuel et de connaissance de la société s'élève. La vie estudiantine aussi, dans les campus, est importante. Et elle doit tourner autour de la réussite, c'est-à-dire de l'apprentissage. La vie associative de villages, de quartiers, de villes et de régions. Parce que dans les universités ou dans les lycées ou dans les collèges, il y a des associations, des ressortissants de tel endroit, de tel village, de tel département ou de telle région. Et ces associations, il faudrait qu'elles se concentrent comme des catalyseurs de l'envie commune d'apprendre, de réussir et éviter les avatars que nous voyons qui en font des espaces de politique partisane ou d'amusement. Donc, je pense qu'il est important aussi qu'on donne toute l'importance à cela. Alors, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental. Ils sont un levier de la réussite, de l'équité sociale, de la diversification de la formation, de l'équité territoriale. Et ils sont évidemment ceux qui donnent les bourses et qui favorisent les œuvres sociales. Parce qu'on crée des infrastructures, les écoles, c'est la carte scolaire ou universitaire. C'est la création des postes d'enseignants à tous les niveaux. Mais aussi c'est l'équipement des écoles. Je disais tout à l'heure, il faut apprendre à utiliser sa main. Donc il faut les travaux pratiques. Donc il faut des laboratoires, il faut des ateliers, il faut des ordinateurs, il faut du matériel scientifique et technique. Il faut que les écoles soient bien équipées avec des meubles. Il faut mettre en place un système de bourse qui encourage les élèves et les étudiants à étudier. Par exemple, nous avions mis en place des bourses d'excellence. Nous avions mis en place une discrimination positive pour les filles et les filières scientifiques et techniques. L'accès aux œuvres sociales et surtout la diversification des formations, parce que plus elles sont diverses, le jeune va trouver ce qui correspond mieux à ses aptitudes et donc avoir une voie de réussite facilitée. Il nous faut, aujourd'hui on a des possibilités parce que nous avons un parcours de formation générale qui est primaire, collège, lycée, université, doctorat. Nous avons aussi maintenant un parcours de formation professionnelle, CAP, BEP, BT, BTS,
diplôme de l'ISEP, licence professionnelle, master professionnel, doctorat, etc. Alors, ceci évidemment est extrêmement important pour cela. Il y a aussi les formations certifiantes. La validation des acquis de l'expérience a commencé, mais il faudra renforcer cela. Et enfin, le numérique, qui aussi permet d'étudier partout où on est. L'exemple de l'Université virtuelle du Sénégal est là. Sans doute, il y a beaucoup d'espaces qui sont encore sans Internet ou sans électricité. Mais il faudra que l'État le fasse et c'est son rôle. Enfin, l'enseignement en arabe, du dara au doctorat, est aujourd'hui possible. Il y a la création des conditions favorables d'épanouissement pour les filles. Pour cela aussi, je pense qu'il faut prêter attention aux toilettes, aux serviettes hygiéniques, les conditions d'habitation, la promiscuité dans les chambres, l'inceste, les tracasseries, les abus et tracasseries de certains enseignants, les viols, les mariages précoces, la question des enfants mères, une politique de discrimination positive pour les bourses, mais aussi au niveau du supérieur, j'avais mis en place le projet d'appui à la promotion des enseignantes-chercheurs, ce qui permettait aux enseignantes et aux doctorantes d'avoir des subventions pour réussir leurs études. Il y a la création aussi des conditions favorables à l'épanouissement des enfants en situation de handicap, la lutte contre la stigmatisation. Le système éducatif, le programme, la pédagogie, tout cela est important parce qu'il faut renforcer son rôle d'échelle sociale. Pas seulement un espace où ne réussissent que les enfants des enseignants et ceux de la classe moyenne. Il nous faut revoir les programmes. Les classes, la pédagogie est importante. Est-ce qu'il ne faut pas de plus en plus introduire la pédagogie de la classe inversée, la formation des maîtres et des professeurs, l'accès à des stages pour les élèves et les étudiants. L'éloquence et l'écriture, c'est important. Lire, écrire, s'exprimer, faire des mathématiques. Le rôle de l'éloquence dans le parcours de formation et la saisie des opportunités professionnelles et de la conquête aussi des suffrages des citoyens, la réussite des entretiens d'embauche. C'est beaucoup de choses à la fois. L'anglais est important parce que l'anglais ouvre, je dirais, le monde, vous donne le monde et vous permet non seulement de vous valoriser, mais de saisir de nouvelles opportunités de formation et d'insertion. Le manger est important dans la réussite. C'est pourquoi les cantines scolaires sont importantes. De même que avoir des repas suffisants à la maison. Le restaurant universitaire, l'internat, les résidences universitaires, les cantines scolaires sont des intrants dans la réussite scolaire et universitaire. Évidemment, la restauration à la maison est importante. Il faut savoir dormir, savoir se reposer, savoir se distraire. Et les conditions d'hébergement, de travail à la maison, comment on habite, l'accès à l'eau, l'électricité, les toilettes et l'accès à Internet sont aussi des facteurs importants. Pour ceux qui font les sciences et les technologies, les mathématiques, les sciences et les technologies, évidemment, sont extrêmement importants. Et il faudrait que les mathématiques soient moins abstraites, soient plus, depuis le préscolaire jusqu'au supérieur, plus attachées à la vie réelle, motivées par la vie réelle, et que l'enfant, on lui apprenne plus à poser et à résoudre des problèmes que dans un calcul fastidieux que peuvent faire les machines et les calculettes et les ordinateurs. Les mathématiques, ce doit être quelque chose aussi qu'on a plaisir à faire, qu'on a envie de faire. On n'a pas peur du prof de maths. On doit pouvoir aimer le prof de maths. Le prof de maths doit être quelqu'un de généreux, d'ouvert, d'affable et de disponible. Les métiers et les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui donnent beaucoup de possibilités. Mais les métiers donnent beaucoup de possibilités, mais malheureusement, le système de caste crée des préjugés qui empêchent certains, malgré leur potentiel,
d'embrasser certains métiers. Donc il nous faut lutter contre la stigmatisation de certaines tâches parce que ça va favoriser aussi la réussite d'un certain nombre de jeunes et d'enfants. Le numérique, les réseaux sociaux sont aussi des facteurs de réussite. Il faut les exploiter, il faut de plus en plus que le bimodal s'instaure. Il faut des modèles, il faut un mentor à qui que vous voulez ressembler ou qui vous sert de conseiller, qui vous guide dans vos pas. Je pense à Cheikh Anta Diop, je pense à Senghor, à Jacques Diouf, à Minatou Sow Fall, à Modou Mokhtar Mbow, etc. Je pense au grand frère, à la grande sœur, à l'ingénieur qui est dans le quartier, au professeur qui est dans le quartier, à l'officier de l'armée qui est dans le quartier, etc. Alors il y a le destin, yalla bay sa tol. Et évidemment c'est important. Le destin on le force, mais de temps en temps, évidemment, il y a des opportunités. Et nous voyons bien que c'est le Tout-Puissant qui nous a ouvert ses portes. Mais fondamentalement, forçons le destin. Il faut comprendre que dans l'éducation, la formation des enfants, la formation à la citoyenneté est importante. Et il faudrait que cela conduise l'enfant du préscolaire au supérieur à aimer son pays. Car la finalité, c'est être le plus compétent pour mieux servir son pays. Alors, en guise de conclusion, je vais juste vous lire un poème que j'ai appelé Engagement. Y a-t-il pire que l'hésitation des élites et la peur née d'un renoncement coupable? Nous sommes les enfants d'une terre arable, l'humus généreux, seule notre charrue est petite. Personne n'imagine nos messies aller au paradis et bientôt ils seront des milliers nos prophètes sacrés et la terre à l'unisson célébrera notre Afrique consacrée. L'extase d'un soir de combat victorieux et le peuple ragaillardi. Ai-je chaque jour la main à l'ouvrage, l'effort dans la constance, le courage d'exister et la témérité du refus de la soumission. Ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et enfin oser construire notre Afrique en toute impertinence. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much.